Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Après quelques semaines d'interruption pour cause du Covid-19, la grande messe des infos, le 22h, reprend ses droits sur Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. La Covid-19 continue de se propager en Guinée et le port du masque disparaît peu à peu dans les habitudes des citoyens. Constat dans cette édition d'information avec nos équipes sur le terrain. L'abbé, la religieuse, la cité de l'islam retrouve le chemin des mosquées après 3 mois de fermeture pour cause du Covid-19. La joie transparaît sur le visage des fidèles musulmans de la cité de Karamoko Alpha Molabé qui devront néanmoins se plier à certaines mesures de prévention. Ensuite, nous irons à Mamou, dans la sous-préfecture de Boliwel, située à 35 km du chef-lieu de la préfecture. Cette localité n'a quasiment aucun édifice public adéquat après les violences suscitées par le double scrutin du 22 mars dernier. Avant l'ouverture du registre consacré au Covid-19, commençons par celui de la politique. Claude Kory-Kondiano succède au président Sidya Touré au poste de haut représentant du chef de l'État. L'ancien président de l'Assemblée nationale a bénéficié de la confiance du président Alpha Condé. Alors, Claude Kory-Kondiano va-t-il se démarquer de l'ancien? Des éléments de réponse dans ce commentaire signé Djibril Ba. Claude Kory-Kondiano est désormais haut représentant du chef de l'État. Le successeur de Sidya Touré est un autre poids lourd du président Condé. Ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Kory, selon les indiscrétions, a émis le souhait de se présenter à sa propre succession à la tête de la 9e législature. Mais il en aurait été dissuadé par le chef de l'État. Il a finalement été contraint de passer le témoin le 27 avril dernier à l'honorable Amadou Damaro Camara, devenu président avec la bénédiction d'Alpha Condé. Depuis le 21 avril, Claude est resté simple député. Il avait coupé le pont avec le Parlement, jusqu'à ce que le chef de l'État guinéen lui renouvelle à nouveau sa confiance. Discret, l'ancien président de l'Assemblée nationale, après cette nomination, n'aura pas certainement le même profil ou les mêmes pressions que son prédécesseur Sidya Touré. Ce dernier, également opposant, a rendu sa démission le 11 décembre 2018. Il a affirmé à l'époque avoir pris sa décision à défaut de pouvoir faire avancer les dossiers qui lui tenaient à cœur. L'entourage évoque plutôt un calcul politicien. Claude Kory devra avoir les coups de franche pour faire face aux charges qui seront désormais les siennes, alors que Sidya disait n'avoir aucune structure sur laquelle s'appuyer pour bâtir un dossier solide qu'il peut amener à son terme. Il ne disposait d'aucune feuille de route, ni de budget, encore moins de salaire, disait-il. Kory-Kondiano va-t-il connaître la même réalité ou est-ce qu'il sera au devant de la scène pour représenter le président Condé à des événements importants? L'ancien président de l'Assemblée nationale, auparavant, a occupé des fonctions administratives. Il a occupé successivement des postes stratégiques, entre autres, directeur des études et de la statistique de la Banque centrale de Guinée, directeur de la Caisse centrale des devises et secrétaire d'État au commerce. Âgé de 78 ans, il devient ainsi le premier ancien président de la 4e République et le deuxième à occuper le poste de haut représentant du chef de l'État. C'était donc un commentaire signé Djibril Ba sur le haut représentant du président Alpha Condé. L'honorable Fodé Mariga, lui, est doublement opposé à la tenue de l'élection présidentielle annoncée par la CENI pour le 18 octobre prochain. Et pour cause, cette date rappelle à l'honorable Fodé Mariga la fusillade de plus de 70 cadres sous le régime Sékou Touré. Ensuite, ce cadre de l'UFDG affirme que tout scrutin non inclusif risque de plonger le pays dans une aventure incertaine. Mamadou Sadio Baldé, Aboubakar Din Camara. C'est une véritable profanation de l'histoire si la présidentielle se tenait le 18 octobre, estime ce fils victime du Kambouaro. Cette date rappelle le plus fort moment de folie du régime Sékou Touré, dit-il. Il interpelle le chef de l'État à ne pas souiller cette date. Et le 18 octobre, justement en 1971, ça a été vraiment des fusillades de plus de 70 personnes, hauts cadres de ce pays qui ont été exécutés à Kindia et dans des fosses et qui aujourd'hui reposent dans des fosses communes. Puisque aujourd'hui c'est une date qui a été
disons, proposé par la CENI, que nous attendons le chef de l'État, mais nous rappelons au chef de l'État que c'est un condamné à mort par contumace et qu'il a un droit de mémoire vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont été injustement éliminées pendant cette période. Les acteurs impliqués pour un processus électoral sont loin d'accorder leur violon sur la tenue de la présidentielle. La CENI devrait éviter au pays un saut dans l'inconnu. Donc nous disons simplement que une date faite par la CENI, qui est sans consensus, sans discussion, c'est encore mettre le feu aux poudres, c'est encore permettre justement une élection sans candidat, et donc il n'en est pas question. Nous réclamons justement et la mise en place justement d'une commission qui va se pencher sur les méthodes et sur la façon d'agir pour empêcher justement que cette élection présidentielle se fasse sans tout le monde. Le dialogue pour le dialogue, Fodé Marega n'en veut pas. Il faut juste créer les conditions de la tenue d'une élection transparente et apaisée, conclut-il. Contre la Covid-19, le port du masque reste une mesure primordiale qui tend malheureusement à disparaître dans le comportement de certains citoyens. Ce relâchement est visible dans les rues et souvent il se matérialise par le port fantaisiste du masque qui couvre le menton au lieu de la bouche et du nez. Mamadou Kalisso, Alcédé Camara pour le constat. Le non-port de masque est passible d'une amende de 30 000 francs guinéens. Malheureusement, même ceux qui sont chargés à son application le violent régulièrement. L'exemple vient d'en haut, l'imitation en bas. Des Guinéens appliquent bien ce dicton populaire. Ces citoyens dénoncent cet incivisme. Les gens ont tout banalisé et ils ont tout politisé. Le port de masque, c'est pour se protéger soi-même, protéger ta famille. Je demande aux citoyens, à tout un chacun, de porter le masque pour se protéger, protéger sa famille et protéger tous les voisins. Le respect des gestes barrières de façon générale doit être un réflexe pour tous les citoyens afin d'éradiquer le coronavirus. On ne doit pas obliger quelqu'un à porter le masque. La personne doit comprendre que c'est dans son intérêt qu'il faut qu'elle porte le masque et cela permet non seulement de la protéger, ou si par hasard cette personne est touchée, ça permet de protéger les autres. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a déclenché une campagne citoyenne pour vaincre le Covid-19 en 60 jours. Je pense que l'objectif peut être atteint, mais comme je l'ai dit, il faudrait une conjugaison d'efforts. Les autorités ont mis les moyens à la disposition de la NSS. La NSS a mis les moyens à la disposition des personnels du terrain. Mais il faudrait bien que les moyens soient mis à la disposition des populations, que ces populations adhèrent. Donc si la population adhère, l'objectif est tenable. Pour atteindre cet objectif, il faut continuer la sensibilisation et sanctionner les réfractaires. Restons dans le registre consacré au Covid-19 pour parler de l'Union des jeunes filles leaders de Koya qui a procédé à la remise de quelques kits hygiéniques le week-end dernier à la population de la préfecture. La cérémonie a été marquée de la présence des responsables préfectoraux ainsi que des membres de cette union. Cette initiative de l'Union des jeunes filles leaders de Koya s'inscrit dans le cadre de leur projet de soutien aux femmes dans le domaine hygiénique. Ominato Sidibé, Yacouba Traoré. Ce sont en tout 520 kits qui ont été distribués à Koya. Chaque femme a bénéficié d'une serviette hygiénique et des gels intimes destinés à renforcer la santé et l'hygiène des femmes et des filles. Ce geste en faveur de la santé est le fruit de la collaboration entre l'Union des jeunes filles leaders de Koya et la fondation de la première dame de la République de Guinée, Prosmi. Le thème de l'activité étant dénommé « Femmes et hygiène ». Le kit est composé de serviettes hygiéniques, des bains de bouche, gommage, du shampoing, dans le cadre de l'hygiène corporelle, ensuite du riz. Mais tout cela ne serait possible sans l'accompagnement réel de la Fondation Prosmi, ayant à peu près les mêmes objectifs que nous, qui nous a été d'une grande aide, mais aussi Plan Guinée, notre partenaire de toujours, et DIPAC.
L'ONG et ses partenaires ont aussi procédé à la distribution des vivres aux différents chefs de famille de Koya afin de les soulager en cette période de crise. Étant une association dont les objectifs s'inscrivent dans le cadre du bien-être de la femme et de l'épanouissement des enfants, nous avons pensé à nos mères, sœurs, tantes, etc., mais aussi à nos pères, nos frères, nos oncles. Puisqu'on dit souvent, derrière une grande femme, il y a toujours un grand homme. L'Union des jeunes filles leaders de Koya a aussi sensibilisé les femmes sur l'utilisation de ces dons qui les serviront afin de prévenir certaines maladies. Les fidèles musulmans de l'Abbé étaient enthousiastes de reprendre le chemin des mosquées ce matin après 3 mois de fermeture de ces lieux de culte pour cause du Covid-19. Néanmoins, à la grande mosquée Karamoko Alpha Molabé, une batterie de mesures est imposée pour l'accès. Reportage Alpha Ousmane Ba. Il était 13h ce lundi quand les fidèles musulmans ont commencé à converger vers la grande mosquée. Et c'est après une longue période de fermeture des lieux de culte intervenue le 26 mars dernier à cause de la pandémie. Avec la réouverture, des conditions sont imposées à tout accès. À défaut, vous êtes refoulé par la commission d'organisation et d'entretien de la mosquée. La première condition, c'est de se laver les mains à l'entrée de la mosquée. Le port de la bavette est aussi obligatoire. Et quand vous rentrez dans la mosquée, il est obligatoire de respecter la distance d'1 mètre. Et quand la prière se termine, chacun doit sortir directement et rentrer chez soi. Dans l'enceinte de la mosquée centrale de l'Abbé, la distanciation est appliquée et les fidèles sont tout heureux de reprendre le chemin de la mosquée après 3 mois de fermeture. Et la mosquée nous manquait beaucoup et nous sommes très contents de retrouver les fidèles à la mosquée, l'ouverture des mosquées. Mais ce que nous demandons aux fidèles musulmans, à tout le monde, c'est de respecter la distanciation. Et nous constatons ici aujourd'hui, et vraiment, les fidèles respectent la distanciation et qu'ils continuent sur ces chemins en vue vraiment de se protéger et protéger ses familles. Les autorités religieuses rendent grâce à Dieu pour l'ouverture des lieux de culte. Elle invite les fidèles à se conformer aux règles, au risque de voir les mosquées refermées pour une nouvelle fois. Nous demandons aux fidèles de faire beaucoup plus de prières pour mettre fin à cette maladie. Rendons grâce à Dieu qui a permis d'ouvrir les lieux de culte. Ce qui revient aux imams, c'est de faire des conseils. Le reste revient aux citoyens. Que chacun sache qu'il fait pour lui-même. Et c'est pour nous épargner de cette maladie. Aujourd'hui, les mosquées sont réouvertes. Si quelqu'un fait autre chose contraire au principe, qui occasionne une autre fermeture de la mosquée, on ne le souhaite pas, il sera comptable de la situation. Que Dieu nous en garde. Des jeunes et des femmes volontaires se sont fortement mobilisés à la veille de l'ouverture pour rendre les mosquées propres avec des produits désinfectants. Restons en Moyenne-Guinée. Rendons-nous à présent dans la sous-préfecture de Boliwel, située à 35 km du chef-lieu de la préfecture de Mamou, qui est de nos jours confronté à d'énormes difficultés. Plusieurs édifices publics de cette commune rurale ont été brûlés lors des violences qui ont émaillé le double scrutin du 22 mars dernier, ce qui oblige le sous-préfet et le maire de la localité à ériger leur bureau sous un arbre. À cela, il faut ajouter une crise de confiance entre les autorités de cette sous-préfecture. Le tout, c'est avec notre correspondant Mamadou Alphabar. À mi-chemin entre Mamou et Dalaba se trouve la sous-préfecture de Boliwel. Créée en 1962, cette localité comprend aujourd'hui 11 districts pour une population de plus de 20 000 habitants. À la veille du double scrutin du 22 mars passé, cette commune rurale a été le théâtre de graves violences. Ces violences ont conduit à la destruction et au pillage de ces bâtiments administratifs. Dans la journée du 22 mars, du 21 mars du moins, nous avons reçu une mission pour déposer le matériel électoral à Boliwel. Nous avons débarqué tout le matériel électoral, mettre ça dans la commune. À 21h, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont mis le feu au niveau de la commune. Et les dégâts sont énormes. Le mobilier, les archives, tout s'est transformé en cendres. On avait des ordinateurs,
on avait nos bureaux bien équipés, on avait des armoires, on a tout ce qu'il fallait vraiment pour le bon fonctionnement d'une mairie. Pour la sous-préfecture, depuis près de 60 ans, tout est mis en cendres. Ce qui a eu comme conséquence l'arrêt systématique de toutes les activités administratives dans la localité. Mais chez le sous-préfet, la réhabilitation de ces bâtiments n'est pas la priorité. Ce que j'ai entrepris, ou j'envisage d'entreprendre d'abord, c'est comment dénicher d'abord les auteurs. Je condamne la mairie, le conseil communal. C'est eux qui doivent se lever parce qu'ils sont victimes, je suis victime. Pour le sous-préfet, c'est donc clair, l'inaction du maire prouve qu'il est l'un des commanditaires de ces violences. C'est qu'en fait, cette question, ça me donne trop à réfléchir. Ou que ça me pique même mal. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis la plus grande victime. Depuis ces douloureux événements, c'est sous cet arbre que le maire et le sous-préfet gèrent les affaires courantes de leur localité. Nous avons déjà négocié avec un de nos doyens ici pour nous aider à trouver un bâtiment où nous allons nous loger en attendant parce que nous sommes en période hivernale. On ne peut pas continuer à nous asseoir. On est là tant qu'il ne pleut pas. Dès qu'il pleut tout de suite, toute la mission est foutue. Et comme par coïncidence, on n'a pas pu terminer les interviews quand une forte pluie accompagnée d'un vent violent s'est abattue sur Boulivelle. Tout le monde s'empresse pour rallier ce bâtiment. Et c'est là que ce conseiller communal donne sa position toute tranchée pour le développement de Boulivelle. Pour le développement de Boulivelle, nous les 23 conseillers, on nous enlève complètement du commandement. On envoie d'autres personnes. Je vous dis, on ne fera rien. Si nous, les conseillers, les 23, on dit qu'on ne connaît pas ceux qui ont brûlé, gâté tout ça, c'est faux. Nous connaissons. Le gouvernement n'a qu'à arrêter les 23 conseillers. On nous envoie à la justice. Nous allons nous expliquer. Voilà le climat qui prévaut en ce moment à Boulivelle, une sous-préfecture très en retard à cause notamment des problèmes d'ordre politique, mais aussi la difficile cohabitation entre les autorités. Restons en Moyenne-Guinée. Rendons-nous à présent dans la sous-préfecture de Boliwel, située à 35 km du chef-lieu de la préfecture de Mamou, qui est de nos jours confrontée à d'énormes difficultés. Plusieurs édifices publics de cette commune rurale ont été brûlés lors des violences qui ont émaillé le double scrutin du 22 mars dernier, ce qui oblige le sous-préfet et le maire de la localité à ériger leur bureau sous un arbre. À cela, il faut ajouter une crise de confiance entre les autorités publiques. Le tout, c'est dans ce grand format signé Alpha Mamadou Bari, notre correspondant à Mamou. Scène de panique à Tougué. Une mort suspecte se transforme en une affaire rocambolesque. La scène se passe à Tougué, dans la région de l'Abbé. Pris d'un soudain malaise, un jeune chauffeur venant de Conakry trouve la mort. Son décès est confondu au coronavirus. À Kindia, où le corps subira une autopsie, les médecins seront catégoriques. Le chauffeur n'est pas mort du Covid-19. Alseni Bari a recueilli des propos du parent du défunt qui menace de porter plainte contre les médecins. Maman Samba Diallo, à l'âge de 23 ans, qui a chargé son passager ici, destination Tougué. Arrivé à Tougué, je ne sais pas si c'est vendredi, sur passé matin, il a tombé malade. Il a dit à son collègue, j'ai mal au cœur, aidez-moi. Maintenant, ils l'ont pris, il fait rentrer au l'hôpital de Tougué. Arrivé à l'hôpital, dans quelques temps, 10 à 15 à 20 minutes, il a rendu l'âme. Dès qu'il a rendu l'âme, le médecin qui était là-bas sur place, il s'appelle Yero. Il a appelé, je ne sais pas si c'est le collègue de notre fils ou Kiba, à soi-disant, votre père a rendu l'âme, mais c'est Corona qui a tué l'enfant. Donc maintenant, on ne peut pas vous restituer le corps. Il faut qu'on appelle l'ambulance. L'ambulance n'a qu'à les prendre pour l'habit. Tous les chauffeurs de Tougué et leurs syndicats sont sur le terrain. Après, ils sont dit non, c'est pas vrai. On vient de se séparer avec lui tout de suite. Il vient de débarquer son passager. Tout de suite, c'est pas Corona qui l'a tué. Parce qu'au moment qu'il est arrivé ici, il m'a dit qu'il souffle le cœur. Maintenant,
Ils ont forcé les situations, envoyé les gendarmes même de gazer les gens, comment lui faire sortir, les embarquer dans l'ambulance. Donc, maintenant ils ont gazé les gens, les prendre par la force, les embarquer dans l'ambulance. Ils sont continués à Kindia. Dès que je suis arrivé à la famille à Kindia la nuit, ils m'appellent 22h15. Ah, Kadhafi, on m'a appelé pour le résultat de ton fils. C'est négatif. J'ai dit Dieu merci.